à travers l'Algérie, version modernisée, introduction générale, contexte historique de l'œuvre 1884. En 1884, l'Algérie est depuis plus d'un demi-siècle une colonie française. Le pays, conquis militairement à partir de 1830, est peu à peu intégré dans l'empire colonial comme prolongement administratif de la métropole, découpé en départements, occupé par des colons, et organisé selon les logiques de l'administration française. C'est dans ce contexte de stabilisation coloniale que le docteur Louis-Jean-Max Reiss entreprend son voyage à travers l'Algérie. Médecin, mais aussi observateur attentif du monde, Reiss livre dans À travers l'Algérie un témoignage riche, mêlant descriptions géographiques, observations ethnographiques et anecdotes locales. L'ouvrage se veut à la fois scientifique, pédagogique et pittoresque, destiné à un lectorat français curieux de cette Afrique du Nord, alors en pleine mutation. Objectif de la version modernisée. Ce travail de modernisation vise plusieurs objectifs. Rendre accessible un texte du Xe siècle sans en trahir l'intention ni l'authenticité. Adapter le style, vocabulaire, tournure et ponctuation sont révisés pour faciliter la lecture moderne. Conserver l'essence du regard d'époque, tout en le mettant à distance lorsqu'il véhicule des représentations dépassées. Offrir une ressource historique à la fois fiable et agréable à lire pour les passionnés de culture, d'histoire et de patrimoine algérien. Et enfin, permettre une redécouverte de l'Algérie d'hier, avec les yeux d'un témoin du passé, mais à travers une langue d'aujourd'hui. Cette version modernisée se veut un pont entre les générations. Elle ne réécrit pas l'histoire, elle la réveille. Vision d'ensemble de l'Algérie à la fin du Xe siècle. À la fin du Xe siècle, l'Algérie est un territoire vaste, contrasté et profondément vivant. De la côte méditerranéenne à l'immensité du Sahara, en passant par les montagnes kabyles, les hauts plateaux stépiques et les grandes plaines agricoles du Tel, le pays déploie une diversité saisissante. C'est aussi une terre de peuplements anciens, berbères, arabes, juifs, turcs, noirs africains, mozabites, touaregs, rejoints au fil des siècles par les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Arabes musulmans, les Ottomanes, et enfin les Français. Chaque région porte la trace de cette histoire plurielle, dans sa langue, son architecture, ses cultures agricoles et ses traditions. L'Algérie de 1884 est à la fois une terre de confluences culturelles et religieuses, un laboratoire colonial, dans lequel la France expérimente ses modèles politiques et agricoles, une société en tension entre la force de ses traditions locales et l'imposition d'un modèle venu d'ailleurs, mais aussi un territoire de beauté, de diversité, de mystère et de promesses. Ce livre vous invite à redécouvrir cette Algérie d'hier, avec ses paysages, ses peuples, ses voix et ses silences. Partie 1, géographie, climat, paix, population et administration. Partie 1, situation géographique et grands ensembles naturels. L'Algérie, pays immense du nord de l'Afrique, occupe une position stratégique entre la Méditerranée et le Sahara. Elle forme une vaste arche allongée d'ouest en est, bordée au nord par la mer et s'enfonçant vers le sud dans l'immensité saharienne. À l'est, elle touche la Tunisie, à l'ouest, le Maroc. Cette configuration en fait le cœur géographique de l'ancien Maghreb. Le territoire algérien s'étend sur plus de 300 km d'est en ouest et couvre une superficie de près de 4 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le plus vaste pays du continent africain. Sa latitude moyenne la place entre les influences méditerranéennes tempérées du nord et les aridités extrêmes du désert au sud. L'Algérie peut être découpée en 3 grands ensembles géographiques, chacun avec sa personnalité propre. Le Tel, la façade fertile du nord. Le Tel est la bande de terre qui longe la Méditerranée. C'est la région la plus peuplée, la plus arrosée et la plus cultivée du pays. Elle se compose de plaines côtières comme la Mitidja près d'Alger ou la plaine d'Annaba à l'est, de collines fertiles et de massifs montagneux comme l'Atlas télien. Cette zone accueille les plus grandes villes, Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Annaba. Les terres sont propices à la culture des céréales, des agrumes, des vignes et à l'élevage. Le Tel concentre aussi les grandes infrastructures portuaires, administratives et industrielles. Les hauts plateaux, l'entre-deux aride, situé entre le Tel et le Sahara. Cette vaste région de plateaux ondulés et de steppes s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres d'ouest en est. Son altitude varie de 800 à 300 mètres. On y trouve des villes comme Sétif, Batna, Tiaret ou Saïda. Le climat est rude, chaud l'été, glacial l'hiver, avec des vents secs et peu de précipitations.
Le sol, souvent salin, donne naissance à des lacs temporaires appelés chauds. TS ou Tsepkas. L'économie des hauts plateaux repose surtout sur l'élevage ovin, les céréales et un mode de vie semi-nomade ancestral. 3. Le Sahara ou l'infini du Sud. Le Sahara algérien couvre plus de 80 aires du territoire national. C'est un désert à la fois redoutable et fascinant, composé de rudes étendues caillouteuses, d'herbe mer de dunes, de hamadas plateaux rocheux et de montagnes comme l'Aga ou le Tassili Nadjé. Mais ce n'est pas un désert vide, il est parsemé d'oasis verdoyantes, véritable point de vie humaine depuis des siècles. La Goua, Derdaïa, Elod, Borgla, Tamanrasset. Grâce aux nappes phréatiques, l'homme y a développé une agriculture d'adaptation, palmiers dattiers, élevage, cultures en terrasse, et des civilisations entières y ont prospéré. Le Sahara, loin d'être un néant, est une autre Algérie spirituelle, poétique, minérale, une diversité naturelle impressionnante. De la mer aux dunes, l'Algérie déploie une richesse naturelle hors du commun. Forêt, TS méditerranéenne, maquis montagnards, steppes sans fin, vallées profondes, oasis florissantes, montagnes noires. Ce paysage éclaté forge des identités régionales fortes, des modes de vie variés et une mosaïque humaine unique en Afrique du Nord. Partie 1. 2. Le climat et ses contrastes régionaux. L'Algérie est un pays de contrastes, et son climat ne fait pas exception. Du littoral humide à l'aridité extrême du Sahara, en passant par des hivers rudes des hauts plateaux, le territoire algérien connaît une diversité climatique aussi spectaculaire que ses paysages. Le littoral, un climat méditerranéen tempéré. Les régions côtières bénéficient d'un climat méditerranéen doux, agréable et régulier. Des hivers humides et frais, 12 habitants en moyenne. Des étés chauds mais supportables, 27 avec des précipitations modérées, souvent concentrées entre novembre et mars. Les vents marins, notamment le Cherdi et la brise marine, adoucissent les températures. Ce climat est idéal pour la culture des abeilles, rhumes, des olives, des figues, de la vigne et d'autres cultures maraîchères. Les villes comme Alger, Oran, Béjaïa ou Annaba jouissent de cette douceur climatique, favorable à une forte densité de population. 2. Les hauts plateaux, un climat continental rude entre le Telv et le Sahara. Les hauts plateaux sont soumis à un climat continental extrême, été très chaud jusqu'à des hivers glaciales, avec des gelées fréquentes, et parfois même de la neige. Très faible précipitation, mal répartie dans l'année. Cette région, qui comprend Sétif, Tiaret, Saïda, Batna ou Djelfa, connaît de fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, et entre les saisons, l'air est sec, le vent fréquent, et les sécheresses fréquentes. L'adaptation y est une constante. L'architecture y est souvent épaisse, les habitations enterrées ou orientées pour résister au froid comme à la chaleur. 3. Le Sahara, aridité absolue, mais nuance locale. Le Sahara algérien est dominé par un climat hyperaride, et un des plus extrêmes de la planète. Température dépassant souvent cette en journée, et chute nocturne spectaculaire, parfois jusqu'à Dviak, quasi l'absence de pluie, moins de 100 mm par an dans certaines zones, ensoleillement maximal, plus de 3000 heures par an, mais ce désert n'est pas homogène. On distingue les zones oasiennes, tempérées par les palmeraies et les sources souterraines Biskra, Gardaïa et Loup. Les zones de dunes herbes très chaudes, comme Insala ou le Grand Herbe occidental. Les zones montagneuses, comme le Haubar, qui bénéficient de nuits fraîches et d'un microclimat plus clément, Tamanrasset. Dans ce monde de silence, le moindre souffle de vent ou de fraîcheur est un événement. Les habitants s'adaptent par des vêtements larges, des maisons empisées, des horaires de vie décalés et une culture du rythme lent, une mosaïque climatique à l'image du pays. L'Algérie ne connaît pas un seul climat, mais une palette climatique façonnée par l'altitude, la latitude, la proximité de la mer ou du désert. Ces différences influencent non seulement les cultures agricoles, mais aussi les traditions, les modes de vie, les constructions et même les mentalités. Le climat algérien, dans toute sa diversité, est à la fois un défi et une richesse. Partie 1. 3. Les populations, diversité ethnique, culturelle et religieuse. L'Algérie de la fin du XIe siècle est une terre de diversité humaine exceptionnelle, façonnée par des siècles de migration, de conquêtes, d'échanges et de métissage. Ce territoire immense accueille une mosaïque de peuples, de langues, de cultures et de croyances, des racines multiples, une histoire longue. Les premières traces humaines en Algérie remontent à la préhistoire, avec les civilisations capsiennes et berbères. Depuis, le pays a vu passer les Phéniciens, les Numides, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Turcs ottomans, et enfin les Français. Chacune de ces civilisations a laissé une empreinte dans les langues parlées,
les traditions vestimentaires, l'architecture, les systèmes familiaux, la gastronomie ou encore les croyances. 2. Les grands groupes ethnoculturels. Voici un aperçu des principales populations vivant en Algérie vers 1884. Les Berbères ou les Mazigènes, peuple autochtone de l'Afrique du Nord. Les Berbères sont présents sur tout le territoire, en particulier en Kabylie, Kabyle, dans les Aurès Chouyaf et Fagardaya Mozabit dans le Sahara Touareg. Ils parlent des dialectes berbères tamaziques et ont conservé de fortes traditions communautaires, agricoles ou nomades selon les régions. Les Arabes arrivés avec la conquête musulmane au XVIe siècle. Ils sont aujourd'hui largement majoritaires dans les plaines, les villes du nord et une partie des hauts plateaux. Leur langue, l'arabe dialectal, est la plus parlée du pays. Ils vivent souvent en tribus, autour d'une filiation patriarcale forte. La culture orale, la poésie, la religion et l'hospitalité sont au cœur de leurs mots de vie. Les Mozabites, communauté ibadite branche minoritaire de l'islam. Les Mozabites vivent dans la vallée du Mzab Gardaya, très structurés, commerçants avisés, pacifiques et solidaires. Ils ont créé une société fondée sur la rigueur morale et l'égalité entre membres. Les Touaregs nomades du Grand Sud, les Touaregs vivent entre le Hogar Tamanrasset, l'Adra et le Niger. Maîtres du désert, ils sont connus pour leur indépendance, leur culture raffinée, leur écriture tifinate et leur art de la survie en milieu extrême. Les Kouloublis mélangent d'anciens soldats turcs et de femmes locales. Les Kouloublis sont présents dans certaines villes du nord comme Alger, Constantine ou Tlemcen. Leur culture combine des éléments ottomans et maghrébines. Les communautés juives présentes en Algérie depuis l'Antiquité. Les Juifs vivent en ville, parlent souvent arabe ou berbère et forment une minorité respectée dans le commerce, l'artisanat et les professions libérales. Depuis le décret mieux de 1870, ils sont citoyens français. Les Européens, appelés colons ou pieds noirs, ce sont des Français, mais aussi des Espagnols, des Italiens, des Maltais, installés principalement dans les villes du littoral ou les terres agricoles de colonisation. Ils sont encore minoritaires, mais leur présence structure profondément l'espace politique et économique. Les Noirs africains, descendants d'esclaves affranchis ou commerçants venus du Sahel, ils vivent principalement dans le sud, notamment dans les oasis de Toubour, Tamanrasset ou Insala. 3. Une mosaïque religieuse. L'Algérie est avant tout un pays de tradition musulmane, avec une pratique majoritairement sunnite, rite malékite, mais on y trouve aussi des ibadites mozabites, des juifs algériens, des chrétiens européens catholiques, et quelques protestants, des traditions animistes résiduelles dans certaines zones sahariennes. La religion rythme la vie quotidienne, prières, fêtes, souks, pèlerinages, rapports sociaux. Mais les pratiques diffèrent fortement d'une région à l'autre. 4. Une diversité en tension. Cette richesse humaine, loin d'être uniforme, est traversée par des tensions. Tensions entre sédentaires et nomades. Entre tribus et autorités coloniales. Entre traditions anciennes et modernités imposées. Entre les cultures locales et l'assimilation administrative française. L'Algérie de 1884 est un pays-monde où les peuples cohabitent parfois harmonieusement, parfois douloureusement. C'est cette complexité humaine que l'ouvrage de Reuss explore avec fascination. Partie 1. 4. Organisation politique et administrative de l'Algérie coloniale. En 1884, l'Algérie n'est pas une simple colonie. Elle est un territoire à statut particulier, directement intégré à la République française, mais sans être pleinement traité comme la métropole. C'est une terre de paradoxes, administrée comme un prolongement de la France, mais gouvernée comme une colonie militaire. 1. Une division en 3 départements. Depuis 1848, l'Algérie est officiellement découpée en 3 départements français. Alger centré Foran Ouest, Constantine, et chacun fonctionne comme un département de métropole, avec un préfet, un conseil général, et une organisation administrative identique à celle de la France. La préfecture d'Alger joue le rôle de capitale politique, économique et militaire de l'ensemble. 2. Un double régime, civil pour les colons, militaire pour les indigènes. Sous cette apparente francisation se cache une réalité à 2 vitesses. Les colons européens bénéficient du droit commun français, citoyenneté, tribunaux civils, éducation laïque, droit de propriété. Les populations indigènes musulmanes et juives sont soumises à des régimes d'exception, où l'autorité militaire reste omniprésente, notamment dans les zones rurales, dans les régions dites insoumises. L'armée conserve le pouvoir administratif. Les bureaux arabes, composés d'officiers interprètes, gèrent la justice locale.
La collecte d'impôts et le contrôle des tribus. 3. Un statut juridique inégal. L'Algérie coloniale repose sur une triple hiérarchie de statuts. 1. Les citoyens français colons européens, et depuis 1870, les Juifs d'Algérie grâce au décret Crémieux. 2. Les sujets français musulmans algériens, soumis au code de l'indigénat, un ensemble de lois discriminatoires qui restreignent leur liberté de déplacement, expression, justice. 3. Les étrangers, notamment les Espagnols, Italiens, Maltais, souvent en voie de naturalisation. Cette distinction entre citoyens et sujets fonde toute l'organisation politique coloniale et crée un déséquilibre structurel durable. 4. Une administration lourde et centralisée. L'administration coloniale repose sur plusieurs échelons. F. Le gouverneur général, basé à Alger, représente l'État français sur tout le territoire. F. Chaque département est dirigé par un préfet. F. Les villes principales ont des maires, souvent nommés parmi les colons. F. Les tribunaux indigènes coexistent avec les tribunaux civils français. F. Des chefs de tribus, caïds et bachaba sont parfois maintenus pour exercer un pouvoir local sous supervision française. La présence militaire est partout. Casernes, postes, colonnes mobiles, fortins, routes stratégiques. La conquête du territoire s'est accompagnée d'une mise en réseau autoritaire, où l'administration vise autant à gouverner qu'à surveiller. 5. Fiscalité, cadastre et spoliation foncière. L'un des fondements de l'organisation coloniale est la mainmise sur les terres. Le cadastre est redessiné pour transférer d'immenses surfaces agricoles aux colons européens. Les impôts sont élevés, surtout pour les populations musulmanes. Impôts de capitation, redevances foncières, taxes locales. Les indigènes financent souvent un système qui les marginalise. Une structure qui reflète la domination. L'Algérie de 1884 est un territoire administré selon des logiques coloniales profondes. Centralisation, hiérarchie raciale, implicite, militarisation de la société, justice à deux vitesses. Cette organisation n'est pas seulement politique, elle structure l'espace, les rapports sociaux, l'accès à l'éducation, à la terre et même à la parole. C'est dans ce cadre que les habitants de l'Algérie colons et colonisés et coexistent, s'opposent ou s'adaptent. Partie 1. 5. Structures sociales et mœurs traditionnelles. L'Algérie de la fin du XIe siècle est une société profondément enracinée dans ses traditions. Malgré l'occupation coloniale, les structures sociales héritées des siècles précédents demeurent très présentes, surtout dans les campagnes et les zones tribales. Ce sont ces modes de vie, ces usages et ces liens humains que Reuss observe avec attention. 1. La tribu, cellule sociale de base. Dans la majorité du territoire algérien, en dehors des grandes villes colonisées, la tribu reste l'unité sociale dominante. Elle fonctionne comme une famille élargie, souvent issue d'un ancêtre commun réel ou mythique. Ch. Chaque tribu se divise en factions et en douars, groupes de tentes ou de maisons, et dirigée par un caïd, parfois désigné par les autorités françaises, parfois issu d'une lignée traditionnelle. Les liens de solidarité, de réciprocité, d'honneur et de protection sont très forts. La tribu joue un rôle politique, judiciaire, économique et militaire. Elle garantit la cohésion en l'absence de l'État moderne. 2. Le patriarcat et la hiérarchie familiale. La société algérienne de l'époque repose sur un patriarcat rigoureux. F. Le père ou le grand-père est chef de famille et détient l'autorité sur tous les membres du foyer. F. Les liens intergénérationnels sont très forts. Les anciens sont respectés, les décisions sont prises collectivement. F. Les femmes vivent souvent dans l'espace domestique, protégées du regard extérieur, mais elles jouent un rôle central dans la gestion du foyer, la transmission des savoirs et l'éducation des enfants. Dans certaines régions, Kabylie, Aurès, les femmes, elles participent davantage aux activités agricoles et communautaires, avec une autonomie relative. 3. Le sens de l'honneur, de l'hospitalité et de la parole donnée. Les valeurs traditionnelles structurent les comportements. F. L'honneur est capital. Une offense peut entraîner une vendetta, une réparation ou une exclusion sociale. F. L'hospitalité est sacrée. Offrir le thé, partager le pain, accueillir l'étranger est un devoir moral. F. La parole donnée vaut plus qu'un contrat écrit. L'engagement oral, surtout devant témoins, est un acte solennel. Dans le commerce, les accords se cèdent souvent par poignée de main. Le respect de la parole est un fondement de la confiance sociale. 4. Croyances populaires et vie spirituelle. Au-delà de la religion, formelle islam sunnite ou ibadite, la société algérienne vibre d'une spiritualité populaire riche. F. Les marabouts hommes saints sont vénérés dans tout le pays. On visite leurs tombeaux, on leur attribue des miracles, on leur adresse des vœux.
F. Les confréries soufis rythment la vie religieuse, danse rituelle, chant spirituel d'ikr, enseignement mystique. F. Les superstitions locales sont courantes, amulettes, djinns, mauvais œil, protection, rites de fécondité. La religion est vécue comme un tissu social, une source de consolation, une manière d'interpréter le monde autant que de le pratiquer. 5. Artisanat, travail et mode de subsistance. L'économie traditionnelle repose sur F. Agriculture, céréales, olives, figues, dattes. F. L'élevage, moutons, chèvres, dromadaires. F. L'artisanat, tissage, poterie, ferronnerie, travail du cuir, fabrication d'armes, bijoux en argent. Les métiers sont souvent transmis de père en fils. Le souk-marché est un lieu central, on y échange, on y négocie, on y débat. C'est le cœur économique et social du village ou de la ville. 6. Une société orale. La culture est essentiellement orale. Contes, proverbes, poésie chantée, généalogie transmise à voix haute, chants religieux ou épiques. L'écriture reste réservée aux érudits, souvent liés aux mosquées ou aux médersas. Le hakawati conteur ou le chep ancien joue un rôle central dans la préservation de la mémoire collective. Un monde structuré mais en transformation. Les structures sociales de l'Algérie traditionnelle sont puissantes, résilientes, adaptées à leur environnement, mais elles sont aussi en train de se heurter, lentement mais sûrement, à l'expansion coloniale, à l'économie monétaire, à l'école française et à l'administration moderne. Ce monde ancien, tel qu'il est observé par S, est encore majoritaire, mais il est déjà sur le point de changer. Partie 2 est algérien, province de Constantine. Partie 2, Bon Annaba, entre mer, histoire et verdure, niché entre la mer Méditerranée et les contreforts boisés de l'Hédouk. Bon, aujourd'hui l'Annaba, est l'une des villes les plus anciennes et les plus charmantes de l'Algérie du Nord-Est. Ville portuaire, ville d'histoire, ville de verdure. Elle séduit par la diversité de ses paysages et la richesse de son passé. Une ville au passé prestigieux. L'histoire de Bonn remonte à l'Antiquité. Elle fut Lipone, cité punique, puis romaine, célèbre pour avoir été le siège d'un évêché prestigieux, dont l'un des évêques fut saint Augustin, figure majeure du christianisme, qui termina sa vie au IXe siècle. Des vestiges de cette époque subsistent encore, ruines d'amphithéâtres, restes de basiliques, colonnes brisées, pierres gravées. Le musée de la ville, bien que modeste, abrite des pièces remarquables. Cette stratification historique phénicienne, romaine, byzantine, arabe, puis française, donne à Bonn une profondeur rare, un port actif et une ville en mouvement. Grâce à sa baie bien abritée, Bonn est devenu l'un des ports les plus actifs de la colonie. Les navires y déchargent céréales, outils, tissus et repartent avec du liège, des agrumes, du blé ou encore du minerai de fer provenant des riches montagnes de l'intérieur. Le port donne le ton à la ville, animation, brassage de population, cris des dockers, senteurs marines mêlées au parfum d'épices des souks. Bonn se modernise rapidement, larges avenues plantées d'arbres, maisons aux façades blanches, édifices administratifs, places bordées de cafés et quartiers résidentiels qui grimpent vers des collines, une ville verte entre mer et montagne. Ce qui frappe immédiatement le voyageur à Bonn, c'est la luxuriance de sa végétation. Grâce à un climat humide et doux, la région est couverte d'eucalyptus, de figuiers, de cyprès, de lauriers roses et de grands arbres tropicaux importés au fil du temps. L'arrière-pays est un véritable jardin, plantations d'orangers, vignobles, cultures maraîchères et forêts giboyeuses qui attirent chasseurs et botanistes. Les hauteurs de l'Hédouk, couvertes de brume au petit matin, offrent un panorama grandiose sur la baie et la ville étagée, une vie locale riche et diverse. La population de Bonn est mixte, colons oraux, péens français, maltais, italiens, commerçants juifs, artisans arabes, paysans berbères venus des montagnes. Cette diversité se reflète dans les marchés, les costumes, les langues parlées, les pratiques culinaires. Le souk regorge de vie, étoffes, poteries, épices, dattes, miel, armes artisanales, instruments de musique. C'est un lieu de rencontre, de négociation, de récits oraux, de tensions parfois, mais surtout de vie. La ville abrite également des édifices religieux emblématiques, églises catholiques, mosquées anciennes et synagogues discrètes. Une porte d'entrée vers l'intérieur. Bonn n'est pas qu'un port de mer, c'est aussi un point de départ stratégique vers l'intérieur des terres, vers Guelma, Tébessa, les plaines céréalières et les plateaux miniers du nord constantinois. Les routes y convergent, les caravanes y font halte, les influences s'y croisent. Bonn, en 1884, est une ville carrefour, riche d'histoire et d'avenir, où l'Algérie ancienne et la colonie moderne courent. Vite, s'observent, parfois s'affrontent, une ville où l'on sent que quelque chose change.
mais où les racines restent visibles à chaque coin de rue. Partie 2 de Constantine. La majestueuse ville suspendue, perchée sur un rocher impressionnant, entourée de précipices et traversée par des ponts vertigineux, Constantine est sans doute la ville la plus spectaculaire d'Algérie. Appelée jadis Cirta, capitale des rois numides, puis Constantinate sous Rome, elle est aujourd'hui en 1884 un joyau urbain et historique, suspendu au-dessus de l'abîme. Une géographie va couper le souffle. Constantine est bâtie sur un plateau rocheux creusé par les gorges profondes du Rumel. Une rivière qui serpente en contrebas dans un canyon de plus de 150 mètres de profondeur. La ville semble posée sur un îlot minéral, accessible par quelques ponts audacieux suspendus au-dessus du vide. Ces ponts légendaires, pont Sidi le Cid, pont Velcantara, pont du Diable, donnent à Constantine un aspect dramatique et aérien. Chaque point de vue est un tableau, chaque passage entre quartiers devient une traversée entre ciel et terre. Une capitale millénaire, Constantine est l'une des plus anciennes villes du Maghreb. Elle fut capitale des Numides, sous Massinissa, ville romaine prospère, sous le nom de Constantina, centre intellectuel sous les Byzantins et les Arabes, cité savante et religieuse à l'époque ottomane. En 1884, elle conserve son prestige de grande ville intellectuelle et commerçante de l'État algérien. Les vestiges du passé y sont omniprésents, ruelles étroites, anciennes portes fortifiées, arcades, médersas, palais endormis, mosquées centenaires comme la mosquée de l'émir Abdelkader, impressionnante par son raffinement. Une ville savante, spirituelle et commerçante, Constantine est réputée pour sa vie intellectuelle. On y enseigne le Coran, le droit musulman, la poésie, la médecine ancienne. Les lettrés d'oulémas y tiennent une place centrale. Les bibliothèques privées abondent. Le prestige social est souvent lié au savoir. C'est aussi une ville de foi. On y célèbre les fêtes religieuses avec faste. On visite les tombeaux des marabouts. On suit les confréries soufites en leurs chants et leurs retraites. Mais Constantine est aussi une ville commerçante. Ses soupes en étage regorgent d'étoffes, d'épices, de bijoux, de tapis, de cuir travaillé. Les artisans, tailleurs, forgerons, potiers perpétuent un savoir-faire transmis depuis des générations. Une société structurée et raffinée. La société constantinoise est connue pour son raffinement culturel. Les tenues traditionnelles chéchiaves brodées, bournou blanc, bandoura légère, les parures en argent, les cérémonies familiales fastueuses, les chants andalous, la gastronomie délicate macrou, cornes de gazelle, chorba parfumé, les familles anciennes vivent dans de grandes maisons aux patios ombragés, aux fontaines centrales, protégées par de lourdes portes en bois sculpté. L'hospitalité y est codifiée, élégante, parfois distante. Un pont entre l'Algérie intérieure et la Méditerranée. Grâce à sa position, Constantine est un nœud stratégique entre les hauts plateaux et la côte verbonde, entre le tel fertile et les steppes orientales, entre tradition et modernité. Elle rayonne sur toute la région de l'Est, attirant marchands, étudiants, érudits, mais aussi l'autorité coloniale désireuse de contrôler ce bastion historique. Constantine, en 1884, n'est pas une ville comme les autres. C'est une citadelle suspendue, un centre intellectuel, un bastion d'orgueil, un musée vivant d'architecture, de savoir et de spiritualité. Visiter Constantine, c'est toucher du doigt l'âme profonde de l'Algérie. Partie 2, 3. Sétif, la ville des hauteurs et des cultures céréalières. Située à plus de 1000 mètres d'altitude, Sétif s'impose comme un haut plateau du savoir-faire agricole et un carrefour commercial naturel de l'Algérie de l'Est. Ville discrète mais dynamique, elle incarne cette transition subtile entre les collines fertiles du Tel et les steppes arides des hauts plateaux. Une position géographique privilégiée, Sétif occupe un site stratégique, légèrement en retrait des grandes routes côtières, mais au cœur d'un vaste bassin agricole. Sa situation en altitude lui confère un climat rude l'hiver, avec parfois de la neige des frais l'été, ce qui contraste nettement avec les régions voisines plus chaudes. Cette fraîcheur est appréciée des habitants comme des voyageurs. Elle favorise aussi des cultures spécifiques, notamment les céréales, les légumineuses et les arbres fruitiers. Le grenier à blé de l'État algérien. Ce qui caractérise avant tout Sétif, c'est son rôle de centre céréalier majeur. Les vastes plaines environnantes sont couvertes de champs de blé, d'orge et de seigle, dont les récoltes alimentent à la fois les villes de la région et les exportations vers la côte. Le marché au grain de Sétif est l'un des plus réputés d'Algérie. Chaque semaine, des cultivateurs, des négociants, des courtiers et des meuniers s'y retrouvent pour fixer les prix, échanger des sacs de semences
ou négocier les transports. Cette activité agricole est soutenue par une solide organisation rurale, où les tribus, les douards et les nouvelles fermes de colonisation coexistent tant bien que mal. Une ville au passé romain discret, bien que moins spectaculaire que Constantine ou Tébessa, Sétif possède un passé antique important. La ville fut une colonie romaine, et les fouilles ont mis au jour des mosaïques, des termes, des fondations de villas et des inscriptions latines. Le musée local conserve quelques pièces remarquables, notamment le célèbre mosaïque représentant la Méduse. Ce passé donne à la ville un supplément d'âme, même si l'urbanisme moderne et les constructions coloniales tentent à en effacer les traces visibles. Une population laborieuse et fière, les habitants de Sétif, qu'ils soient citadins, artisans ou paysans des alentours, sont réputés pour leur ardeur au travail, leur sens du commerce et leur fierté identitaire. Ils sont aussi décrits comme résistants au froid et à l'adversité, habitués aux conditions climatiques exigeantes des hauts plateaux. La société locale mélange familles arabes, tribus berbères des monts voisins, juifs et colons français installés dans les zones agricoles environnantes. Une ville en pleine modernisation. Avec l'arrivée du chemin de fer, Sétif était en train de s'ouvrir davantage au commerce vers l'extérieur. Les infrastructures se développent. Marchés couverts, casernes, écoles, entrepôts de céréales, mais la ville conserve une ambiance provinciale, loin du tumulte des grandes villes portuaires, plus proche des réalités rurales profondes. Sétif, en 1884, est une ville de l'intérieur, tournée vers la terre, enracinée dans ses traditions, mais curieuse de modernité. Elle incarne cette Algérie qui laboure, qui récolte, qui nourrit et qui résiste au vent sec du changement avec la solidité de ses as. Ion, partie 2, 4, Mila, Bougie Béjaïa, Djidjeli, Djigel et Kolo, les perles naturelles de l'Algérie entre montagnes et mers, dans l'État algérien, au creux des montagnes de la petite Kabylie et en bordure de la Méditerranée, s'égrènent des villes et villages qui ressemblent à des perles. Mila, Bougie Béjaïa, Djidjeli, Djigel et Kolo. Ces lieux, parfois isolés, souvent oubliés, brillent par leur beauté brute, leur authenticité et leur lien profond avec la nature. Mila, la ville perchée au cœur des collines. Mila est une petite ville discrète, bâtie sur une crête rocheuse, entre Constantine et Sétif. Son nom remonte à l'époque romaine, Milvoum, et plusieurs traces de cette période subsistent. Ruines, colonnes et bases d'anciens édifices. La ville est modeste, mais agréable. Maisons blanches, rues en pente, patios ombragés. L'environnement est bucolique, collines verdoyantes, sources fraîches, oliviers centenaires. L'agriculture est au cœur de la vie locale, surtout l'huile d'olive, réputée dans toute la région. Mila vit au rythme du marché hebdomadaire, des fêtes religieuses et d'une certaine lenteur provinciale pleine de charme. Bougie Béjaïa, la princesse berbère au bord de la mer, ancienne capitale hamadide. Bougie aujourd'hui Béjaïa est l'une des plus belles villes d'Algérie. Nichée entre mer et montagne, elle est protégée par le majestueux cap Carbon et dominée par les hauteurs boisées de Yanma-Gouria. Ville d'histoire, de science et de commerce, Bougie fut autrefois un centre intellectuel renommé où se sont illustrés mathématiciens, poètes et astronomes. Elle a donné son nom à la bougie cire, jadis exportée dans toute l'Europe. En 1884, elle conserve sa noblesse discrète, un port actif, des soupes animées, des maisons blanches qui descendent vers l'eau, une médina vibrante, ses plages de galets, ses forêts de pins et ses falaises escarpées lui confèrent une atmosphère unique. Bougie est un joyau naturel et culturel, à la croisée des mots kabyle, arabe et méditerranéen. Djidjeli, Djigel, entre forêts sauvages et criques turquoises. Djidjeli, aujourd'hui Djigel, est un havre secret, longtemps protégé par l'isolement de ses routes sinueuses. Bâtie en bord de mer, la ville s'étire le long d'une côte déchiquetée, bordée de plages vierges, de criques translucides et de forêts denses. Les montagnes plongent littéralement dans la mer, offrant des paysages spectaculaires. À l'intérieur, la forêt de Guérouche abrite des singes magots, des sources fraîches et une faune rare. La ville vit du poisson, de l'huile d'olive, des figues et du bois. Sa simplicité rustique séduit, pas de faste, mais de l'authentique. Le port est modeste, mais les gens y sont chaleureux. Le marché vivant et la nature omniprésente. Djidjeli est la perle sauvage de la côte, à la fois douce et indomptable. Kolo, un port paisible, adossé à la montagne. Kolo est un village-port discret, niché entre mer et montagne, à l'ouest de Djidjeli. Son port est petit mais actif, abritant barques de pêche, marchands ambulants et familles vivantes au rythme des marées. Le village est charmant, rues étroites, murs blanchis à la chaux, terrasses fleuries. L'arrière-pays est montagneux, recouvert de forêts
idéal pour la randonnée, la chasse ou la contemplation. Kolo est un lieu de calme, presque hors du temps. Peu de voyageurs s'y arrêtent longtemps, et c'est peut-être ce qui fait sa force. Ces 4 villes, Mila, Bougie, Jijeli et Kolo, forment une constellation de beauté discrète, entre nature luxuriante, mer turquoise, traditions rurales et souvenirs antiques. Loin du tumulte des grandes cités, elle rappelle que l'Algérie est aussi un pays d'équilibre, de silence et de poésie. Partie 2, Sainte, Batna et Tébessa, entre montagnes de l'Aurès et héritage romain, à l'extrémité orientale des hauts plateaux, adossés aux montagnes sauvages de l'Aurès. Les villes de Batna et Tébessa incarnent une Algérie à la fois rude, fière, imprégnée d'un passé prestigieux. L'une se développe en lien étroit avec le massif Chaouia, l'autre veille sur les ruines silencieuses d'un empire disparu. Batna, le seuil des Aurès, fondé comme poste militaire par les Français au XIXe siècle. Batna est une ville de garnison devenue un centre agricole et stratégique de premier ordre. Située sur un plateau à 1000 mètres d'altitude, elle est cernée par les montagnes de l'Aurès, bastion des tribus Chaouia, connues pour leur indépendance farouche. La ville est jeune mais dynamique. Casernes, bâtiments administratifs, rues tracées au cordeau, marché actif. Autour, les terres cultivées produisent des céréales, des légumes secs et du fourrage pour le bétail. Mais c'est surtout la proximité du massif montagneux qui donne à Batna son caractère. Routes escarpées, villages berbères perchés, grottes, sources et traditions montagnardes. Batna est une porte d'entrée vers l'Aurès, cette forteresse naturelle longtemps rebelle, où la culture berbère, langue, musique, artisanat se transmet de génération en génération. Timgad, la cité romaine surgit des sables. À quelques kilomètres de Batna se trouve un site exceptionnel. Timgad, ancienne colonie romaine fondée par l'empereur Trajan. Surnommée la Pompéi africaine, elle surgit au milieu du silence, parfaitement alignée, avec ses rues pavées, son forum, sa bibliothèque, son théâtre encore debout. Le visiteur y marche entre les colonnades comme dans un rêve figé. C'est un témoignage saisissant de la grandeur romaine en Afrique du Nord, et un rappel que l'Algérie fut l'une des provinces les plus civilisées de l'Empire. Tébessa, la gardienne des temples antiques, plus à l'est, près de la frontière tunisienne. Tébessa est l'une des villes les plus anciennes de l'État algérien. Elle fut d'abord numide, puis romaine, puis byzantine, avant de devenir un centre islamique. La ville conserve des vestiges antiques remarquables, le temple de Minerve, le rempart romain, la porte de Aracala, les thermes, autant de ruines imposantes, baignées de lumière, qui racontent une époque brillante. En 1884, Tébessa est un centre caravanier, où se croisent commerçants, nomades, militaires et cultivateurs. On y parle arabe, berbère, parfois français. Les cultures se mêlent, les traditions se croisent, les ruines côtoient les souks. Deux visages d'un même monde, Batna et Tébessa, bien que différentes, partagent une identité forte, celle d'un État algérien profondément marqué par l'histoire, la terre et la montagne. Batna, jeune, carré, tourné vers l'avenir et les hauteurs. Tébessa, ancienne, sacrée, tournée vers les sables et les souvenirs. Ces deux villes forment un duo complémentaire, où se lie la richesse de l'Algérie intérieure, entre verticalité géographique et profondeur historique. Partie 2, 6, Biskra et Toubou. Les oasis qui annoncent le Sahara. Quand on quitte les hauts plateaux vers le sud, les paysages changent soudain. La végétation se fait rare, l'air devient plus sec, la lumière plus vive, les reliefs s'adoucissent. C'est là que surgissent Biskra et Toubou, oasis foisonnantes, entre palmiers, sable et silence, premières étapes vers l'immensité du désert. Biskra, la reine des oasis, située à la lisière du désert, et encore caressée par l'air des montagnes. Biskra est surnommée la porte dorée du Sahara. En 1884, elle est déjà une station très prisée des voyageurs européens, venus chercher le soleil et la douceur de l'hiver. La ville s'étire entre palmeraies et sources, plus de 100 000 palmiers alimentés par un réseau d'irrigation ancestrale. Les dattes de Biskra sont réputées dans tout le pays, tout comme ses grenades, ses figues et ses légumes. Mais Biskra est aussi une ville de contraste. D'un côté, les Européens construisent hôtels, jardins botaniques, thermes, allées plantées de palmiers. De l'autre, la vieille ville arabe conserve ses ruelles étroites, ses marchés animés, ses maisons en terre battue, ses marabouts. Le climat est chaud et sec, mais agréable en hiver. Le ciel y est d'un bleu limpide, les couchers de soleil y embrassent les montagnes voisines des Ibans. Biskra, c'est un mélange d'Orient rêvé et de réalité oasienne, un lieu où commence une autre Algérie. Toubou, la gardienne du désert, plus au sud,
Toubou est une véritable oasis saharienne. Ici, plus d'illusions. Le sable est roi, la chaleur devient implacable, le vent soulève la poussière, les dunes s'étendent à perte de vue, et pourtant la vie y fleurit autour de l'eau. Toubou est un nœud caravanier ancestral, point de passage obligé vers la Haga, le Oba ou l'extrême sud. Sa palmeraie immense donne une ombre salvatrice, et son système de Fodara, galeries d'irrigation souterraine, témoigne d'un savoir-faire millénaire. La ville est plus rustique que Biskra, mais plus authentiquement saharienne. On y croise des caravanes de dromadaires, des nomades en bandoura, des marchands venus de loin, des soufis en retraite. L'ambiance y est plus silencieuse, plus contemplative, plus lente. On vit au rythme du soleil, de la prière et de la récolte. Une transition vers un autre monde. Biskra et Toubou incarnent deux étapes du voyage vers le sud. Biskra, encore verdoyante et ouverte, entre ville thermale et oasis moderne. Toubou, plus austère, plus traditionnelle, plus proche du Sahara profond. Ces villes sont des points d'équilibre entre deux mondes, celui du tel et celui du désert, celui des plaines fertiles et celui de l'immensité minérale. En 1884, comme aujourd'hui, ces oasis fascinent. Elles sont des promesses de vie dans un monde de feu, des lieux de passage, de repos, de commerce, mais aussi de mémoire et d'enracinement. Des haltes nécessaires avant de plonger dans le Grand Sud, et partie de cette Borj Bouarerij, entre Tel et Kabylie, située au carrefour des hautes plaines, des premières pentes kabyles et des terres arabes du Tel. Borj Bouarerij est une ville pivot, à la fois discrète, stratégique et profondément enracinée dans la tradition. En 1884, elle est encore une bourgade en pleine transformation, mi-tribale, mi-coloniale, mais déjà bien ancrée dans le réseau de communication qui relie Alger, Sétif, Bouira et la Kabylie profonde. Une géographie de transition. Borj Bouarerij se trouve à la frontière naturelle entre deux mondes. Vers l'ouest, le Tel central, plus ouvert, plus agricole, avec ses champs de blé et ses routes coloniales. Vers l'est, la Kabylie intérieure, plus accidentée, plus farouche, peuplée de tribus berbères attachées à leur autonomie. Son altitude modérée près de 900 mètres lui offre un climat tempéré, parfois rude en hiver, mais propice aux cultures céréalières, aux vergers et à l'élevage. Une ville en construction. À cette époque, le Borj est encore marqué par son rôle militaire initial, Borj signifiant fort ou poste, mais il commence à s'urbaniser sous l'impulsion de la colonisation française. Une caserne militaire domine le paysage. Le marché hebdomadaire attire les tribus des environs. Des routes neuves relient les douars aux centres urbains. Les édifices administratifs poussent au cœur du bourg, mais au-delà des façades rectilignes et de la rigueur militaire, la ville perd de l'âme de ses anciens habitants. Tribus arabes sédentaires, familles berbères venues de la montagne, commerçants et lettrés, une terre de cultures et d'artisans. L'économie de la région repose sur l'agriculture, céréales, amandiers, figuiers, olives, légumes secs, l'artisanat, tissage de laine, poterie, fabrication de pousse-cousiers en cuivre, travail du bois, le commerce de bétail, en particulier les moutons, échangés lors des grandes foires. Les tribus voisines, parfois semi-nomades, vivent en équilibre entre la transhumance, le commerce et les cultures saisonnières. Les femmes kabyles, réputées pour leur dextérité, produisent des bijoux d'argent et des tapis colorés. Une ville carrefour en devenir. Borj Bouarerij, mais pas une cité monumentale comme Constantine, ni une oasis mythique comme Biskra, mais elle est un lieu de passage, un pont entre cultures, un point d'ancrage pour l'avenir. C'est ici que les influences kabyles, chouïa, arabes et européennes se croisent, se frottent, parfois s'affrontent, souvent cohabitent, une terre de brassage, aux identités multiples, riche de promesses. En 1884, le Borj incarne cette Algérie en mutation, encore tribale mais déjà administrée, encore rurale mais en voie d'urbanisation, encore attachée à ses coutumes mais ouverte aux échanges. Partie 3, Centre-Nord, province d'Alger. Partie 3, 1. Alger, capitale méditerranéenne, entre Casbah et modernité, blottie en amphithéâtre face à la mer. Alger, surnommée la Blanche, s'impose dès le premier regard comme une cité de contraste. Capitale politique, économique et militaire de l'Algérie française en 1884, elle reste pourtant profondément marquée par ses origines arabes et ottomanes. Entre les rues rectilignes du centre moderne et les ruelles escarpées de la vieille Casbah, Alger est une ville double, entre deux mondes, entre deux temps, un port ouvert sur le monde, situé au cœur d'une baie naturellement abritée. Alger possède un des ports les plus importants de la Méditerranée occidentale.
lesquels fourmillent de vie, cabots français, barques de pêche, bateaux italiens, navires militaires. On y charge des céréales, on y décharge des tissus, des vins, des matériaux de construction. Le port a fait d'Alger une ville cosmopolite, on y entend parler français, arabe, espagnol, maltais, italien. C'est un véritable carrefour maritime et culturel, une capitale administrative et militaire. Depuis la conquête française en 1830, Alger est devenu le centre du pouvoir colonial. On y trouve le gouvernement général, cœur de l'autorité française en Algérie, les grandes casernes et les quartiers militaires, la cathédrale Saint-Philippe, ancienne mosquée Ketchaoua, emblème de l'AREC, enquête religieuse, des hôtels particuliers, jardins botaniques, hôpitaux militaires, écoles, bureaux, théâtres. L'urbanisme haussmannien redessine la ville basse, larges boulevards, bâtiments en pierre claire, trottoirs ombragés, cafés-terrasses. L'ensemble respire l'ordre, la modernité, la volonté de dominer l'espace, la Casbah, mémoire vivante d'Alger. Mais derrière cette façade moderne, Alger cache un trésor ancien. La Casbah, ville dans la ville, perchée sur les hauteurs, héritière de l'Alger ottomane et arabo-andalouse. Ses ruelles sont étroites, sinueuses, mystérieuses, bordées de maisons blanchies à la chaux, de balcons en bois sculptés, de fontaines, de souks couverts. On s'y perd comme dans un rêve. On y croise des artisans, des femmes voilées, des enfants joueurs, des chats endormis. C'est là que bat le cœur populaire et traditionnel d'Alger. La Casbah n'est pas un musée, c'est un monde vivant qui résiste à l'uniformisation coloniale, une ville de foi, de savoir et de culture. Alger est aussi une ville spirituelle. Mosquées anciennes comme Jamar el-Kébir ou Jamar el-Djedi, Saouia Soufi, tombeau de Saint-Marin, Médersas, cohabitent avec les églises et les écoles françaises. La culture y est foisonnante. Musique arabo-andalouse, transmise de maître à élève. Poésie populaire, souvent chantée dans les cafés morts. Calligraphie, broderie, céramique, parfumerie orientale. Presse, imprimerie, conférences savantes. Dans les cercles coloniaux et indigènes, Alger est une ville lettrée, inspirée, créative. Une capitale en tension, mais Alger est aussi une ville sous tension, entre colons et indigènes, entre Casbah et villes modernes, entre tradition et occidentalisation forcée. Les contrastes sont parfois brutaux. Les Européens vivent dans le bas d'Alger, lumineux et ordonnés. Les autochtones vivent dans la haute ville, dense et sinueuse. Les regards se croisent sans toujours se comprendre. L'inégalité est palpable, même dans la pierre. En 1884, Alger est une capitale en pleine mutation, à la fois orientale et européenne, majestueuse et tourmentée. C'est le miroir de toute l'Algérie, multiple, magnifique, complexe, une ville qu'on admire, qu'on interroge, qu'on explore et qu'on n'oublie jamais. Partie 3 de Blida et Boufarit, cœur agricole de la Mitidja. Au sud d'Alger s'étend un territoire d'une richesse remarquable, la plaine de la Mitidja, vaste étendue fertile, bordée de montagnes, arrosée par de multiples oueds, baignée par un climat doux et bien réparti. C'est là que s'installent Blida et Boufarit, deux villes qui symbolisent la vocation agricole de l'Algérie du Nord. Blida, la ville jardin Blida, surnommée la ville des roses et des orangers, est un véritable paradis végétal, niché au pied de l'Atlas tellien. Elle bénéficie d'un microclimat exceptionnel, pluie régulière, fraîcheur matinale, soleil tempéré, de quoi transformer ses environs en un immense jardin. Les vergers d'agrumes s'étendent à perte de vue. Orangers, citronniers, mandariniers, grenadiers, oliviers, à la saison des fleurs, l'air embaume, à la saison des fruits, les marchés débordent de couleurs et de parfums. Blida est aussi une ville élégante, bien ordonnée, à l'architecture soignée, allées bordées de platanes, arcades ombragées, fontaines rafraîchissantes, cafés paisibles. C'est un lieu de repos autant que de commerce. Sa population est mixte. Familles arabes, commerçants juifs, colons français, artisans kabyles, tous participent à faire de Blida un modèle d'équilibre et de douceur. Boufarit, le grenier colonial, plus proche d'Alger. Boufarit a été l'une des premières implantations agricoles européennes en Algérie. Fondée dès les débuts de la colonisation, elle est devenue le centre agricole par excellence. La ville est moins pittoresque que Blida, mais son dynamisme est impressionnant. Elle abrite des fermes modèles, des coopératives agricoles, des caves viticoles. On y expérimente de nouvelles cultures, maïs, coton, luzerne.
C'est le centre névralgique de la production de vin algérien, avec des domaines viticoles réputés dans toute la colonie. Boufarik est le symbole du projet agricole colonial, conquérir la terre, la domestiquer, la rentabiliser. C'est aussi un espace de tension. Les terres y ont souvent été prises aux tribus locales, ce qui alimente des rancœurs durables. Une terre de tradition rurale et de modernité agricole. La Mitija, à travers Blida et Boufarik, incarne une zone de transition entre une agriculture ancestrale fondée sur l'irrigation traditionnelle, les palmiers et les troupeaux, une agriculture coloniale industrialisée, orientée vers l'exportation et la monoculture. On y trouve encore des marchés animés où se croisent félars en burnou, colons en chapeau de paille et marchands juifs à la voix forte. Les fantasias rythment les fêtes, les moulins à l'huile tournent à plein régime, les routes sont bordées d'arbres fruitiers, le cœur vivant de l'Alja. Île nourricière, en 1884, Blida et Boufarik sont plus que des villes, ce sont des modèles agricoles, des laboratoires de cohabitation, des poumons économiques. Elles illustrent ce que l'Algérie peut produire de meilleur quand la nature, le savoir-faire et la volonté humaine s'unissent. Partie 3. Médéa, Miliana et Teniela, les villes de l'Atlas, entre pain, silence et fraîcheur, loin de la chaleur des plaines et du tumulte des ports. Les hauteurs de l'Atlas, Télien, offrent un autre visage de l'Algérie, vert, silencieux, rafraîchissant. À l'abri des forêts de cèdres, de pins et de chênes-lièges, Médéa, Miliana et Teniela surgissent comme des oasis de montagne, havre de paix et de tradition. Médéa, l'élégance au sommet, posée à plus de 1000 mètres d'altitude. Médéa est une ville ancienne, d'origine berbère, remodélée par les Ottomans puis les Français. Elle domine la plaine comme une forteresse discrète, baignée de lumière claire. La ville est fraîche, calme, sereine. Elle s'étage autour de son vieux centre. Ses mosquées, ses marchés couverts, ses maisons aux toits rouges. En 1884, Médéa est à la fois un centre administratif, un relais commercial et une station climatique recherchée pour son air pur. Autour s'étendent des vergers, des vignes, des cultures de tabac. L'artisanat y est actif, cuir, poterie, tissage. Les femmes y portent de longs rânes blancs. Et les enfants jouent à l'ombre des mûriers. Miliana, la perle forestière de Loire-Sénis, accrochée au flanc sud de Loire-Sénis. Miliana est l'une des plus charmantes villes de montagne d'Algérie. Ancienne cité zianide, elle a conservé un cachet andalou, ruelles pavées, patios fleuris, fontaines chantantes, senteurs de menthe et de jasmin. La ville est entourée de forêts épaisses, où poussent pins d'Alpes, chênes verts, cèdres. Les sources abondent et l'eau est fraîche, limpide. On y pratique la chasse, la cueillette, la méditation. Miliana est un refuge culturel. On y récite des poèmes. On y chante des qasidas. On y enseigne les sciences religieuses. C'est une ville à la fois noble et simple, enracinée dans la montagne comme un arbre dans la roche. Teniela, les crins des cèdres moins connus mais tout aussi précieuses. Teniela est un village forestier perché à l'orée du parc national du même nom. C'est un lieu de fraîcheur absolue, où les nuits sont douces même en été, où le brouillard du matin enveloppe les collines d'un voile argenté. On y vient chercher le repos, loin des grandes villes. Les forêts de cèdres centenaires, les oiseaux rares, les campements saisonniers en font un paradis pour randonneurs, botanistes et âmes contemplatives. L'activité y est simple, coupe du bois, élevage, artisanat local, échange modeste, mais l'authenticité y est totale. Trois perles dans les crins de l'Atlas. Médéa, Miliana et Teniela incarnent cette Algérie verticale, fraîche et paisible, loin de l'agitation du monde colonial. Ces villes vivent au rythme des des marchés, des prières et des fêtes. Elles rappellent que l'Algérie ne se résume pas à ses ports ou à ses plaines, mais qu'elle s'étend aussi vers les hauteurs, où l'âme berbère, la sagesse montagnarde et la beauté silencieuse forgent d'autres formes de grandeur. Partie 3, 4. Tizi Ouzou, Delitz, Cherchel et Koléa, aux confins de la Kabylie et de la Méditerranée. Dans cette région charnière entre montagnes kabyles et littoral méditerranéen, l'Algérie révèle un visage à la fois abrupt, fécond et profondément enraciné dans la mémoire des peuples. De Tizi Ouzou à Délice, de Cherchel à Koléa, chaque ville est un lieu de passage, de résistance et de rencontre entre l'intérieur rebelle et la côte ouverte. Tizi Ouzou, cœur battant de la Kabylie, perché au centre de la Kabylie, Tizi Ouzou est bien plus qu'une ville, c'est la capitale symbolique du peuple kabyle. En 1884, elle s'impose déjà comme un centre commercial dynamique, un lieu d'échange entre tribus montagnardes et montsées.
coloniale. Le paysage est saisissant, montagnes escarpées, villages s'accrochés aux flancs rocheux, terrasses cultivées à la main, oliviers tordus par le vent, figuiers sauvages. L'homme vit ici en symbiose avec la nature. La société kabyle est structurée, autonome, solidaire. Les tajmas assemblées villageoises régissent la vie collective. La langue amazigh est omniprésente. L'artisanat, bijoux d'argent, poterie, tissage y raffiné. Les femmes ont un rôle fort, actif, visible. Tizi Ouzou est un centre de savoir, de résistance et d'identité. Fièrement perché au-dessus du monde, de lit entre mer, montagne et mémoire. Petite ville côtière à l'est d'Alger, Delis est l'une des plus anciennes cités maritimes d'Algérie, fondée par les Phéniciens, embellie par les Romains, consolidée par les Ottomans. Elle vit en 1884 dans un calme discret, entre ses ruelles andalouses et son port de pêche. Delis est entourée de collines couvertes d'oliviers, de criques paisibles et de montagnes propres. Tris, son port est modeste, mais actif, sardines, anchois, corail, épices, les barques glissent sur une mer d'huile. Les marchands crient leur prix au retour de la pêche. Son charme tient à sa simplicité, sa lumière douce et sa casbah au bord de l'eau, toponyme mais chargé d'histoire. Cherchel, héritière de Césarée. Plus à l'ouest, Cherchel est une ville musée à ciel ouvert, ancienne Césarée de Maurétanie, capitale du roi Joubadé. Et au lieu de la Rome africaine, elle abrite encore des colonnes, des théâtres, des mosaïques, des statues oubliées. En 1884, elle n'est qu'un bourg paisible, mais ses pierres parlent. Les collines alentours sont fertiles. Culture de vignes, vergers, pâturages. La mer apporte la fraîcheur et les échanges. Cherchel rappelle que l'Algérie fut aussi romaine, impériale, lettrée. Elle porte en elle la noblesse des temps anciens. Sous les oliviers millénaires, Kolia, ville verte et militaire. Kolia, à l'ouest de Bida, est une ville fortifiée Vala. Iliance méditative, construite sur une hauteur verdoyante, elle fut d'un bastion ottoman, puis un centre administratif français. Son architecture témoigne de ce mélange. Mosquées anciennes, casernes, maisons basses, placettes ombragées, les jardins sont soignés. Les rues tranquilles, c'est une ville de garnison et de repos, à la frontière entre Tel et Sahel. Les marchés y sont fournis, l'ambiance y est calme, la population mixte. Koléa respire la transition douce entre le monde rural et la modernité naissante. Une zone de passage, de contraste et d'équilibre. Tizi Ouzou, Delis, Cherchel et Koléa forment un croissant géographique et culturel unique. F. Tizi Ouzou défend l'identité kabyle. F. Delis incarne la mémoire maritime. F. Cherchel rappelle la grandeur antique. F. Koléa relie la tradition ottomane à la structure coloniale. Entre montagne et mer, entre langue amazigh et mémoire latine, cette région est l'une des plus riches de l'Algérie profonde, tissée de résistance, de sagesse et de beauté. Partie 4, Ouest algérien, province d'Oran. Partie 4, 1. Oran, la métropole de l'Ouest algérien. Oran, la flamboyante, l'insoumise, la cosmopolite. En 1884, la deuxième ville d'Algérie affirme déjà son identité singulière, espagnole d'allure, française par administration, arabe dans l'âme, africaine dans le souffle. Elle est un carrefour de peuples, d'énergie et de contrastes. Située au fond d'une baie majestueuse, bordée par les hauteurs de Burjadjo et bercée par les vents du large, Oran se déploie comme une ville du sud qui regarde vers l'Occident. Un port stratégique, au cœur des échanges, le port d'Oran est l'un des plus actifs de la Méditerranée occidentale. C'est par lui que passent les céréales des hauts plateaux, les vins de Mascara, les peaux, le bétail, mais aussi les idées, les journaux, les modes, les travailleurs et les espérances. Les quêtes sont animées jour et nuit, déchargements de caisses, cris des dockers, chants des marins, va-et-vient incessant d'essais. Arrête, les navires marchands croisent les patrouilles militaires, les barques de pêche côtoient les vapeurs européens. Oran vit au rythme de la mer, du commerce et du bruit. Une ville en expansion, sous la domination française, Oran connaît une croissance fulgurante. De nouveaux quartiers surgissent, avenues larges, immeubles haussmanniens, marchés couverts, places ornées de fontaines. Les colons espagnols y sont nombreux, apportant avec eux la langue, la cuisine et la musique andalouse. Mais Oran reste aussi une ville aux racines profondes, la vieille ville, avec ses ruelles tortueuses, ses maisons à patios, ses mosquées ottomanes, rappelle un passé tumultueux entre occupation espagnole, reconquête musulmane et colonisation française. Une société plurielle, entre coexistence et tension. Oran est un kaléidoscope humain, français, espagnol, maltais, arabe, juif, kabyle, mozabite s'y côtoient. On y parle plusieurs langues.
on y prie dans différentes confessions, on y mange, selon des coutumes variées. Les quartiers sont parfois séparés, mais les marchés, les fêtes, les mariages et les deuils les réunissent. C'est une ville d'alliance, mais aussi de rivalité, notamment autour du pouvoir économique et foncier. Une cité de culture populaire, Oran est aussi une ville festive et théâtrale. On y chante, on y joue, on y débat, les cafés regorgent de discussions politiques. La musique andalouse y règne, mais l'on y perçoit déjà les premiers frissons de ce qui deviendra un jour le raï, cette voix populaire de l'Ouest. Le théâtre, la presse, les cercles littéraires et les fêtes religieuses tissent une culture urbaine vibrante, parfois irrévérencieuse, souvent inventive. Oran, la ville qui avance. En 1884, Oran est une ville frontière entre Europe et Afrique, entre tradition et modernité, entre langue arabe et langue française. Elle regarde vers l'avenir avec assurance, tout en portant les cicatrices de son histoire. Elle est bruyante, parfois désordonnée, souvent fascinante. Elle est vivante. Partie 4. 2. Mostaganem, ville côtière entre traditions mystiques et jardins fertiles. Sur les bords paisibles de la Méditerranée, Mostaganem s'avance telle une ville en équilibre entre mer, verdure et foi. Moins bruyante qu'Oran, moins militaire qu'Alger, elle cultive une atmosphère de douceur, presque contemplative. En 1884, Mostaganem apparaît comme une cité discrète mais affluente, où l'on cultive la terre autant que l'esprit. Une ville au bord de l'eau bâtie sur 2 collines face à la mer. Mostaganem domine un port modeste mais actif, protégé par une digue et ouvert au commerce régional. Les barques de pêche partent chaque matin dans les eaux claires, ramenant sardines, mulettes et poulpes au marché du centre. La côte est bordée de criques et de plages paisibles, tandis que l'intérieur s'ouvre sur des terres fertiles et bien irriguées. Le vent marin adoucit les chaleurs de l'été et transporte le parfum des orangers, jardins et vergers en abo. Dense, l'arrière-pays de Mostaganem est une véritable oasis agricole, verte et généreuse. Grâce aux ouaies et aux sources souterraines, on y cultive des vergers d'orangers, de citronniers, de figuiers, de grenadiers, des vignes et oliviers, bien enracinés sur les coteaux, des potagers variés, entre fèves, tomates, oignons et carottes. Les produits de la terre sont réputés dans toute la région. Le marché regorge de fruits juteux, de dattes sucrées, de légumes frais et de fleurs coupées. Mostaganem est une ville qui sent bon la menthe et la terre mouillée, un haut lieu du soufisme et de la spiritualité. Au-delà de sa beauté naturelle, Mostaganem est également un centre spirituel majeur. Elle abrite plusieurs amiyas, confréries soufis et tombeaux de marabouts vénérés, dont celui du célèbre Sidi Lakhdar Ben Klouf, poète mystique et sage local. Les cérémonies religieuses, chants spirituels, dhikr et processions sont au cœur de la vie collective. La ville est marquée par un âme profond, tolérant, tourné vers l'introspection. Les pèlerins viennent de toute la région pour visiter ces lieux saints. Une société paisible et laborieuse. La population de Mostaganem est réputée calme, fière et travailleuse. Arabes, berbères, juifs commerçants, colons européens s'y côtoient dans une relative harmonie. Le tissage, la poterie, la pêche et le commerce local structurent l'économie quotidienne. Les traditions sont encore fortes. On respecte les anciens, on vit au rythme des saisons, on célèbre les mariages sur les places du vieux quartier, on veille les morts dans le silence des patios. Une ville à part, Mostaganem, en 1884, ne cherche ni la grandeur d'Alger, ni l'agitation d'Oran. Elle avance à son rythme, entre spiritualité, agriculture et discrétion maritime. Elle incarne une Algérie intérieure, tournée vers la terre mais ouverte à l'horizon, pleine de lumière et de sagesse ancienne. Partie 4. 3. Tlemcen, la perle andalouse des montagnes de l'Ouest. Tlemcen, en 1884, est bien plus qu'une ville, c'est une légende vivante, une cité savante et mystique, enracinée dans les hauteurs boisées de l'Ouest algérien. Son nom seul évoque l'Andalousie perdue, la finesse de l'art islamique, le raffinement des lettrés et la piété des anciens royaumes maghrébins. Entouré de montagnes, arrosé par des sources limpides, Tlemcen garde une majesté discrète, empreinte de silence, d'histoire et de spiritualité. Un passé prestigieux, une mémoire intacte, capitale du royaume des Zianides au XIIe siècle. Tlemcen a longtemps été l'un des centres les plus brillants du Maghreb, rivalisant avec Fès et Grenade. Elle fut un carrefour entre le Maroc, l'Espagne musulmane, le Sahara et le reste de l'Algérie. La ville regorge de trésors architecturaux. La mosquée de Sidi Boumedienne, joyau de l'art mérinide,
F. Les ruines du palais El-Mekwa, ancienne demeure des souverains zianides. F. Les Amiens, école coranique et tombeau de saints. Ici, chaque pierre parle, chaque ruelle résonne de poèmes oubliés, chaque coupole cache une prière ancienne. Ville savante et spirituelle, Tlemcen est aussi une ville de savoir et de foi. On y trouve des maîtres en théologie, en jurisprudence islamique, en poésie arabe, en musique andalouse. Les madrasas forment les esprits, les soufis y entretiennent une tradition mystique douce et lumineuse. Les awiyas soufis accueillent les fidèles dans le recueillement, la transmission orale, le chant sacré et dhikr. C'est une ville intérieure, où l'intellect et la foi se croisent harmonieusement. Une nature fertile et douce, installée sur un plateau verdoyant, Tlemcen bénéficie d'un climat agréable, propice à l'agriculture, vergers d'amandiers et de cerisiers, culture d'oliviers et de vignes, jardins parfumés, souvent cachés derrière les murs des maisons. Les sources et oueds irriguent les vallées alentours, rendant possible une agriculture variée et florissante. Les collines boisées offrent un refuge paisible, propice aux promenades et à la méditation, une culture raffinée et résistante, la musique andalouse, les qasidas poétiques, les broderies fines, les bijoux d'argent, les tapis traditionnels. Tlemcen cultive l'élégance dans chaque geste, chaque note, chaque vêtement. Mais derrière cette finesse se cache une force tranquille. Tlemcen est fière, digne, résistante. Elle n'a jamais oublié son indépendance, ni sa vocation de phare intellectuel. Le capital intérieur Tlemcen, en 1884, n'est pas une ville en expansion rapide. Elle ne cherche pas à impressionner par sa taille ou son commerce, elle impressionne par sa profondeur, sa mémoire, sa cohérence. C'est une perle posée dans la montagne qui continue de briller discrètement, obstinément. Partie 4. The Mascara, Sidi Bel Abbès et Saïda, les bastions agricoles et militaires de l'ouest intérieur, dans les terres ondulées de l'ouest algérien, à mi-chemin entre les hauteurs de Tlemcen et les steppes sahariennes. Mascara, Sidi Bel Abbès et Saïda formant un triangle stratégique et complémentaire. Ce sont des villes d'influence qui participent à l'organisation politique, économique et militaire de la région. Chacune possède son rôle, son accent, sa mémoire. Mascara, terre des vies et des chefs nichés entre collines fertiles et vallées bien arrosées. Mascara est une ville de contraste, verte et montagneuse, mais aussi politique et chargée d'histoire. C'est ici que naquit l'émir Abdelkader, grand résistant à la colonisation française et symbole de l'Algérie libre et unie. Son souvenir imprègne chaque rue, chaque regard, chaque pierre. Mascara est aussi un centre agricole majeur. On y cultive des vignes à perte de vue, produisant des vins réputés, des oliviers centenaires, base d'une huile fine et fruitée, des vergers, champs de céréales et élevages ovins. L'artisanat y est vivace, et les souks colorés reflètent l'ancrage rural de la ville. Sidi Bel Abbès, capitale militaire des Spahis et de la Légion, plus au sud. Sidi Bel Abbès est la ville symbole de l'empreinte militaire française en Algérie. En 1884, elle est surtout connue comme le siège prestigieux de la Légion étrangère. Tout y est structuré par l'armée. Un plan urbain géométrique à l'européenne. De larges avenues bordées d'arbres. Des casernes, des écoles militaires, des hôpitaux de garnison. Mais la ville ne se limite pas à son uniforme. Elle est aussi un pôle d'attraction pour les colons. Grâce à son climat doux, ses terres agricoles et sa situation géographique stratégique, les fermes coloniales y sont nombreuses. L'économie s'appuie sur l'agriculture moderne, les services militaires et les métiers de l'artisanat au service de la garnison. Saïda, l'écrin forestier et pastoral. Au sud de Mascara, Saïda s'élève au cœur d'un paysage verdoyant et boisé, adossé au contrefort des hauts plateaux. Son nom évoque déjà la paix Saïda, la bienheureuse, et sa réputation tient à la douceur de son climat et à la pureté de ses socs. Ville de transhumance et de pâturage, Saïda est le fief des éleveurs, des bergers, des caravaniers. On y produit du fromage frais, des tissus de laine, des outils forgés à la main. Ces forêts de pins, ces oueds, ces stations thermales naturelles attirent également ceux qui cherchent repos, santé et inspiration. Trois visages d'une même région. Mascara, Sidi Bel Abbès et Saïda forment une trilogie cohérente. Mascara, la mémoire héroïque et la richesse agraire.
F. Sidi Bel Abbès, l'ordre militaire et l'ambition coloniale, F. Saïda, la nature protectrice et la tradition pastorale. Chacune éclaire une facette de l'Ouest algérien, entre résistance, occupation et adaptation locale. Partie 4, 5, Tiaret, Ain-Temouche et Gazaoué-Nemours, entre haut plateau, Vigne et port Atlantique. Dans l'extrême ouest de l'Algérie, loin du tumulte des grandes villes côtières, s'étendent des paysages variés, riches de silence, d'histoire, de verdure et d'ouverture maritime. Tiaret, Temouche et Gazaoué-Nemours incarnent cette région contrastée entre plateaux intérieurs puissants, collines fertiles et rives océanes. Tiaret, cité du cheval, héritière des royaumes berbères, perchée à près de 1000 mètres d'altitude, Tiaret domine les hauts plateaux occidentaux, territoire de transhumance et de tradition nomade. Son nom même signifie poste de guet, et la ville conserve l'esprit d'un bastion tribal, à la fois ancré et mouvant. Ancienne capitale des Rostémides, Tiaret fut un centre intellectuel ibadite au Moyen-Âge. En 1884, elle reste une ville fière, paisible, à l'écart des grandes routes, mais au cœur des mémoires. On y élève depuis longtemps des chevaux de grande renommée, destinés à l'armée comme au fantasia. Les marchés de bétail sont réputés dans tout l'Ouest, et l'art de la selle, du harnachement et du tissage y est maîtrisé comme nulle part ailleurs. Le paysage est fait de steppes ondulantes, de forêts rares, de houets saisonniers, propices à l'élevage extensifs et à la culture céréalière. Ain-Temouche, vignobles en pente douce, à quelques dizaines de kilomètres de la mer. Ain-Temouche se love dans une vallée fertile, irriguée et ensoleillée. En 1884, elle devient l'un des pôles viticoles les plus dynamiques d'Algérie. Les colons y ont planté de vastes domaines viticoles, parfaitement adaptés au climat méditerranéen et au sol calcaire. Les caves se multiplient, les vins produits commencent à s'exporter, et la ville se transforme peu à peu en centre de vinification reconnu, aux côtés de Mascara et Bouffarik. Mais Ain-Temouche ne se résume pas à la vigne, on y cultive aussi blé, orge, olives, légumes, dans une ambiance rurale douce et harmonieuse. Les jardins sont soignés, les coopératives organisées, les foires animées. Gazaoué-Nemours, port tranquille de l'extrême ouest, anciennement appelé Nemours, Gazaoué est le dernier grand port algérien avant la frontière marocaine. Son nom évoque la mer, le poisson, le sel et les vents de l'Atlantique. Moins connu qu'Oran ou Mostaganem, le port de Gazaoué est pourtant stratégique pour l'exportation de vin, de céréales, de sel et de conserves de poissons. Les conserveries y produisent sardines et anchois, tandis que les pêcheurs alimentent les marchés régionaux. La ville est adossée à des collines verdoyantes et ouverte sur une mer souvent agitée, plus rude que dans l'Est. On y sent l'influence espagnole dans les bâtisses basses, les traditions de pêche, la cuisine locale. 3 villes, 3 mondes connectés. Tiaret, Ain-Temouche et Gazaoué forment un triangle discret mais essentiel. F. Tiaret, le centre historique et pastoral des hauts plateaux. F. Ain-Temouche, le cœur viticole du terroir occidental. F. Gazaoué, le débouché maritime vers le large et le monde. Toutes 3 incarnent une Algérie enracinée, productive, discrète, mais incontournable. Là où la mer rencontre la montagne, où la tradition s'adapte sans se perdre. Partie 5, le Grand Sud. Et partie 5, 1, la Bois, carrefour Sari et tradition artisanale, aux confins des hauts plateaux et des premiers souffles du Sahara. La Bois surgit comme un carrefour du désert, à la croisée des mondes sédentaires et nomades, entre oasis vivantes et vents de sable. En 1884, cette ville fortifiée reste un point névralgique des routes transsahariennes, autant qu'un bastion d'identité saharienne profonde. Une oasis adossée au désert Lagois est installée au bord de l'Haute-Mzi, au creux d'une vallée aride, entourée de collines pierreuses. Ses jardins, palmeraies et cultures maraîchères contrastent fortement avec l'environnement minéral qui l'entoure. L'eau y est précieuse, gérée avec sagesse, grâce à un système d'irrigation traditionnel parfaitement adapté. La ville est ceinte de murailles, avec des portes historiques qui rappellent son rôle défensif et commercial. Les ruelles de la vieille Médina sont fraîches et étroites, protégées du vent sahari. Les maisons sont basses, enduites le chaud, souvent décorées de motifs berbères. Carrefour stratégique et point de contact. La Bois est depuis des siècles un point de rencontre entre le nord fertile et le sud sahari. Caravaniers, tribus nomades, commerçants, pèlerins et administrateurs s'y croisent. Elle marque le début des routes vers le Grand Sud, Gardaïa, Ouargla, Toubou, Insala. C'est une ville d'étapes et de mémoire, où se superposent cultures arabes, berbères et sahariennes. Les Français y ont implanté une présence militaire importante,
afin de contrôler les mouvements vers le désert et sécuriser les échanges. Forts, routes et garnisons structurent désormais une partie de la ville. Un centre artisanal reconnu, Labois, est aussi réputé pour la qualité de son artisanat, notamment les bournoux en laine de dromadaire ou de chèvre, tissés à la main et portés dans tout le pays, les tapis aux motifs géométriques, aux teintes sobres et élégantes, les objets en cuir brut, les selles, les sandales, les sacs utilitaires des nomades, la vannerie, réalisée avec des fibres de palmier et des dalphas. L'artisanat ici est à la fois fonctionnel et esthétique, fruit d'un savoir-faire transmis depuis des générations. Les soupes regorgent de couleurs, d'odeurs de laine fraîche, de henné et d'épices sahariennes, une ambiance unique, entre silence et puissance. À la bois, le temps semble suspendu, les journées s'étirent sous un ciel vaste et bleu, les nuits sont fraîches et étoilées, et l'hospitalité des habitants est proverbiale. On y boit le thé à la menthe lentement, on échange sous les arcades, on écoute les anciens raconter les récits des caravanes. C'est une ville de seuil, entre la modernité administrative et la permanence d'un mode de vie ancestral. Labois, en 1884, est bien plus qu'un point sur la carte, c'est une mémoire vivante du désert, un trait d'union entre Algérie du Nord et Sahara profond, entre artisans et cavaliers, entre tradition et adaptation. Partie 5, 2, Gardaïa, joyau des et la vallée du Lezab, au cœur du désert algérien, dans une vallée aride façonnée par l'ingéniosité humaine, Gardaïa se dresse comme un miracle d'organisation, de foi et de beauté. Capitale spirituelle et économique de la vallée du Lezab, cette ville ibadite incarne un modèle d'harmonie entre l'homme et son environnement. Où architecture, religion, agriculture et vie collective sont intimement liées. Un paysage façonné par la communauté Gardaïa n'est pas une ville isolée, mais l'une des 5 cités ou pentapoles fondées par les Ibadites au IIe siècle. Beni Isbek, Meïka, Bounoura, et la Teuf et Gardaïa. Ensemble, elles forment un système social, religieux et urbanistique unique, inscrit aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville principale est bâtie en amphithéâtre autour d'une mosquée centrale, dont le minaret blanc domine la vallée. Les habitations, toutes orientées selon des principes précis, sont cubiques, en pierre et chaux, aux toits plats, aux murs clairs, aux portes colorées. Les ruelles sont étroites, ombragées, pensées pour faire circuler l'air et préserver la fraîcheur. Une société rigoureuse et solidaire. La communauté mozabite repose sur des principes de solidarité, d'autogestion et de sobriété. L'ordre social est codifié et chacun y a sa place. La justice est gérée localement, selon les règles de l'islam ibadite, réputé austère, mais tolérant, égalitaire. Les affaires sont menées collectivement. Marché, mariage, funérailles, construction. L'école religieuse Madara joue un rôle central dans la formation des jeunes. Les Mozabites sont réputés pour leur honnêteté, leur sens du commerce, leur rigueur morale. En 1884, ils tiennent des comptoirs dans tout le pays, et parfois même au-delà des frontières, mais reviennent toujours vers leur vallée pour vivre en communauté. Un génie agricole et hydraulique, en plein désert, Gardaïa est pourtant verdoyante, grâce à des palmeraies luxuriantes irriguées par un réseau de fogaras. Galeries souterraines qui captent et répartissent l'eau avec une précision millénaire. Cette eau alimente des dattiers de qualité exceptionnelle, des potagers en étage céréales, légumes secs, herbes, des vergers d'arbres fruitiers cultivés à l'ombre des palmiers. Le système est pensé pour être durable, sans gaspillage, avec des tours d'irrigation partagés équitablement entre les familles. Artisanat, commerce et raffinement discret. Gardaïa est aussi une ville d'artisans habiles. Les tapis mozabites, tissés par les femmes, sont réputés pour leurs motifs géométriques et leur sobriété. La bijouterie en argent, fine et symbolique, est confectionnée dans le respect des traditions. La vannerie, la poterie, le travail du cuir complètent un artisanat à la fois utile et esthétique. Les marchés souks sont bien organisés, les prix fixés de manière éthique, et les produits triés avec soin. C'est une économie morale, aussi bien religieuse que pratique, un équilibre entre rigueur et beauté. La Gardaïa, rien n'est laissé au hasard, tout est fonctionnel, mais tout respire la paix. C'est une ville de silence actif, de spiritualité incarnée, de rigueur joyeuse. Le soir, lorsque le soleil couchant dort les murs de la vieille ville, le visiteur comprend que Gardaïa est bien plus qu'un village sahari. C'est une civilisation à part entière, fondée sur l'ordre, l'entraide et la sagesse. Partie 5, 3. Ouarbla, ancienne cité caravane et centre énergétique du Sahara, au cœur du Sahara oriental.
Ouargla surgit comme un nœud de passage, un bastion d'histoire et un acteur clé du futur énergétique de l'Algérie. En 1884, cette ville est encore un point vital sur les grandes routes caravanes, mais elle s'apprête déjà à devenir bien plus un centre névralgique du Sud, à la croisée du sable, de l'eau et du pétrole. Carrefour Transari, situé à la lisière des grands erts et des plateaux rocailleux, Ouargla est, depuis des siècles, une halte stratégique pour les cars. Havane venue du Niger, du Tchad ou du Hogar. Ici, les pistes se croisent, les cultures s'échangent, les langues se mélangent. C'est une ville de rencontres, mais aussi de regroupement tribal. Les Ouldenay, les Touaregs, les Bérabères, les commerçants arabes du Nord et les artisans locaux s'y croisent au marché ou au pompement. Les souks y sont vivants, dattes, étoffes, cuir, parfums, aînés, bijoux du désert. Le tout dans une ambiance sèche, vibrante, minérale, une ville saharienne à l'identité forte. Le tissu urbain d'Ouargla est typique des villes sahariennes, rues étroites, ksars fortifiés, mosquées de terre crue et hautes murailles pour se protéger du vent et des intrusions. Les maisons en adobe ocre ou sable se fondent dans le paysage, créant une esthétique de la discrétion et de l'adaptation. Le vieux ksar d'Ouargla témoigne de l'ingéniosité architecturale locale, pensée pour affronter la chaleur extrême, préserver l'intimité et favoriser la circulation de l'air. La ville est aussi un centre religieux, avec ses écoles coraniques, ses zawiyas et ses marabouts vénérés. L'islam y est sahélien dans sa forme, mêlée de traditions orales et d'influences soufis. Une mutation en cours vers l'ère pétrolière, si Ouargla, en 1884, est encore tournée vers les caravanes et le commerce oasien. Elle est appelée à devenir un géant énergétique. Les premières prospections occidentales commencent à s'intéresser à cette zone riche en sous-sol. Au siècle suivant, Ouargla deviendra l'un des grands centres pétroliers et gaziers de l'Algérie, grâce au gisement de Hassi Messaoud. Tout proche, ce destin énergétique modifie progressivement la ville. Infrastructures, routes, main-d'œuvre venue du nord. Mais déjà, le dynamisme économique se fait sentir, avec des entreponts, des routes de plus en plus entretenues et des investissements dans l'organisation territoriale. Une ville entre oasis, industrie et identité. La palmeraie de Ouargla, bien que menacée par l'aridité croissante, reste un espace vital pour les habitants. Dattes, légumes, élevage oisien, apport d'ombre et de fraîcheur. Les jardins sont organisés en petites parcelles, irrigués par puits et canaux souterrains. Mais l'essor de la modernité bouscule ce mode de vie. La ville change, s'agrandit, s'urbanise peu à peu. Une transition saharienne. Ouargla est une ville en tension créative, entre son passé caravanier, silencieux et ancestral, et son avenir énergétique, industriel et stratégique. Elle incarne cette Algérie du Sud qui ne veut pas être figée, mais qui puise dans ses racines pour entrer dans la modernité. Un désert habité, en mouvement, porteur d'avenir. Partie 5, 4. Elod, la ville aux 1000 coupoles, au cœur du désert sablonneux du Souf. Elod surgit comme un mirage blanc, ville minérale et lumineuse, où l'architecture épouse le sable et la lumière. Surnommée depuis des siècles la ville aux 1000 coupoles, elle fascine par son esthétique unique, sa résilience face à la aridité extrême et sa vitalité commerciale, un miracle d'adaptation au désert. Située dans une région où les pluies sont quasiment absentes, Elod repose sur un phénomène rare, une nappe phréatique peu profonde, qui permet l'implantation d'une vaste oasis malgré l'absence d'un autre en surface. C'est de cette rivière invisible que la ville tire son nom. Cette eau permet de nourrir des palmeraies souterraines, où les racines plongent à travers les dunes, des cultures en cuvette, protégées du vent et du soleil, un mode de vie agricole discret mais tenace. Les habitants du Souf ont su domestiquer le désert sans le dénaturer, en respectant ses lois. Une architecture saharienne emblématique. Ce qui frappe immédiatement l'un et l'autre, c'est la répétition harmonieuse des coupoles blanches. Presque chaque maison en est dotée, parfois plusieurs, créant un paysage urbain modulant, homogène, presque poétique. Pourquoi ces coupoles? Parce qu'elles réduisent sa chaleur intérieure en diffusant l'air chaud vers le haut. Elles renforcent la solidité des murs face au vent et au sable. Elles créent une lumière tamisée vers l'intérieur, préservant fraîcheur et intimité. Les ruelles sont étroites, sinueuses, protégées du soleil. Les portes en bois peint, les murs blanchis à la chaux, les placettes ombragées font de la ville un espace clos, serein, presque silencieux. Une économie oasienne et commerçante. Elod est un centre actif du commerce sahari. On y vend des dattes, bien sûr, produits rois de la région, des paniers en alpha,
des nattes, des cordes, des ustensiles de maison, des tissus, du henné, des épices, des parfums traditionnels. Les soupes sont vivants, colorés et très fréquentés. On y retrouve aussi bien les villageois des environs que des marchands venus du nord, du Zob, ou des confins tunisiens. Les familles mozabites et chaouia y tiennent des commerces prospères, et l'économie repose sur l'esprit d'initiative, l'endurance et l'adaptation. Une ville de foi et de tradition, comme de nombreuses cités sahariennes, Elod est profondément religieuse, marquée par le respect des anciens, la pratique rigoureuse de l'islam et l'appartenance à diverses confréries soufis. La ville compte de nombreuses mosquées coupolées, en harmonie avec l'architecture résidentielle. Les fêtes religieuses rythment la vie sociale, tout comme les mariages, les naissances et les pèlerinages régionaux. Les écoles coraniques Koutab enseignent aux enfants la langue arabe, la récitation du Coran, mais aussi la discipline et le respect du collectif. Une perle blanche au milieu des dunes. En 1884, Elod se présente comme une ville à part dans le paysage sahari. Elle n'est ni un carrefour caravanier comme Ouarbla, ni un bastion montagnard comme Dardaya. Elle est une cité immobile et solaire, profondément enracinée dans sa culture et son désert. Elod, c'est l'intelligence vernaculaire face à l'hostilité climatique, un modèle de résilience et de beauté qui inspire autant qu'il impressionne. Partie 5. Bin Salah, entre dunes mouvantes et silence minéral. Au centre du Sahara algérien, Bin Salah surgit comme un point d'ancrage fragile entre sable et roc, entre nomadisme et sédentarité, entre tradition millénaire et isolement extrême. Ici, le désert ne se contourne pas, il se traverse, il s'habite, il façonne. Bin Salah est une escale essentielle sur l'axe transsahari, mais aussi une cité qui résiste doucement au vent du temps. Une ville lentement engloutie par les dunes. Ce qui marque le visiteur à Bin Salah, c'est le paysage irréel qui entoure la ville. Des dunes mouvantes, rouges et immenses, avancent lentement, avalant parfois maisons, rues, palmiers, au gré des vents du désert. La ville est à moitié ensevelie, à moitié debout, dans une sorte de combat silencieux et inégal contre le sable. Mais les habitants y voient un cycle naturel, auquel ils s'adaptent avec sagesse. Les maisons sont construites en briques d'argile saharienne, elles aussi, renforçant l'unité visuelle du lieu. Les ruelles sont sablonneuses, les murs bas, les portes discrètes. Tout ici est conçu pour se fondre dans le désert, pas pour lui résister. Une escale caravanière incontournable. Historiquement, Bin Salah était un carrefour essentiel sur la route entre le nord de l'Algérie Gardaïa, la Goua, et le sud profondément Rasset, le Niger, le Mali. Les caravanes de sel, d'or, de dattes, d'épices faisaient étape dans cette oasis, avant de poursuivre à travers les herbes brûlants. En 1884, bien que l'activité caravanière décline, Bin Salah reste un point de ravitaillement vital. Une halte pour les nomades, les commerçants et les rares voyageurs. L'eau y est tirée de puits profonds, parfois salée, parfois douce. Elle alimente des palmeraies clairsemées qui permet quelques cultures vivrières et l'élevage de chèvres et de dromadaires. Une vie simple, austère, mais digne. La population d'Bin Salah est majoritairement d'origine touareg et arabe, avec une forte tradition de mobilité, de résistance et de culture orale. L'artisanat local est modeste mais fonctionnel. Objets en cuir, sandales, gourdes, sel, bijoux en argent ou en bronze, tissus teints à l'indigo, et instruments de musique du désert. Le souk est sobre, mais on y trouve toujours du thé, du henné, des dattes, du sel et des tissus venus du nord ou du Sahel. C'est un lieu d'échange, mais aussi de nouvelles, où l'on partage récits de route, rumeurs du désert et salutations en plusieurs langues. Une atmosphère de silence et de profondeur à Bin Salah. Le temps s'étire, le vent souffle sans fin, les couchers de soleil embrassent les dunes, et la nuit tombe avec une majesté rare. Le silence n'est pas vide, il est habité, presque sacré. Les mosquées sont sobres, les prières lentes et les gestes mesurés. Le rythme de vie est lent mais régulier, respectueux de la chaleur, du sable et des traditions transmises sans écrire. Une ville entre deux mondes. En 1884, Bin Salah est à la frontière du connu et de l'inconnu. Elle relie le nord cultivé et organisé, et le sud nomade, infini et mystique. Elle est un point d'équilibre fragile, une preuve que l'on peut vivre au cœur du vide, si l'on connaît ses lois, si l'on accepte son rythme. Partie 5-6. Tamanrasset, capitale touareg et carrefour sahari ultime, au cœur du Sahara central, adossé aux montagnes noires de la Gare. Tamanrasset est plus qu'une ville, c'est un monde à part, dernier grand foyer humain avant l'immensité sahélienne. Elle est la capitale spirituelle et culturelle des Touaregs,
est l'un des carrefours sahariens les plus emblématiques d'Afrique du Nord. En 1884, Tamanrasset vit encore hors du temps administratif français. On y entre comme on entre dans une légende, entre dunes, pics volcaniques et traditions millénaires. Une oasis nichée dans les montagnes Tamanrasset est entourée par le massif de l'Abar, formé de volcans éteints, de pics vertigineux et de plateaux lunaires. C'est l'un des paysages les plus spectaculaires du Sahara. L'altitude y adoucit les chaleurs extrêmes, nuits fraîches, air plus respirable, ciel d'une clarté absolue. C'est ce qui en fait une halte précieuse pour les nomades et les voyageurs. Un refuge au cœur du désert de pierre. L'eau y est rare mais précieuse. Les jardins cultivés en fond de vallée produisent dattes, légumes secs et parfois figues ou grenades. Les troupeaux de chèvres et de dromadaires assurent la subsistance. Cité des Touaregs, Tamanrasset est avant tout la ville des Touaregs. Kelabar, fiers nomades du désert, maîtres de la caravane, poètes du vent. Leur société est structurée, hiérarchisée, mais d'une souplesse admirable. Les femmes y occupent une place forte, tant dans la transmission que dans la culture. Les tentes noires tissées de poils de chèvre coexistent avec des habitations de terre. Le mode de vie reste mobile, libre, profondément adapté à l'environnement. Les Touaregs se distinguent par leur langue, le tamashit, riche et symbolique. Leur écriture, le tifinagh, ancestral, ésotérique. leurs vêtements, le célèbre Taj el-Moust, long voile indigo qui protège du sable et du soleil. Leur culture orale, chants, épopées, proverbes et contes transmis au coin du feu. Carrefour des routes du désert historiquement. Tamanrasset est un point nodal des grandes routes transsahariennes. Vers le nord, Insala, Gardaïa, Alger. Vers le sud, Agadez, Gao, Tombouctou. Vers l'ouest, Regan, les confins du Toit. Vers l'est, Tchanay, le Fessan. Les caravanes y faisaient halte, chargées de sel, d'or, de cuir, de dattes, d'esclaves parfois, dans un monde encore à la marge des frontières modernes. En 1884, la ville commence à attirer la curiosité des explorateurs européens, mais reste profondément touareg, fermée, autonome, enracinée, une ville de silence, de spiritualité et de résistance. À Tamanrasset, le désert devient mystique, le silence y est total, habité, le ciel immense, le regard porte loin, mais l'âme se replie, on médite autant qu'on marche. Les marabouts du désert, les sages nomades, les poètes silencieux sont plus nombreux que les soldats. Un siècle plus tard, le père Charles de Foucauld y élira refuge. Fasciné par la foi, la dignité et la profondeur des Touaregs, Tamanrasset, l'ultime frontière. En 1884, Tamanrasset est le bout du monde, ou peut-être son centre, centre invisible d'une civilisation saharienne libre, fière, poétique et résiliente. C'est un monde sans mur ni route, un espace habité par la mémoire, l'honneur, la nature et l'infini. Conclusion. L'Algérie, un monde dans un pays. En refermant ce voyage à travers l'Algérie de 1884, on ne quitte pas simplement un territoire, on quitte une mosaïque d'univers, un patchwork de peuples, de climats, de paysages, de traditions et d'histoires qui forment bien plus qu'une colonie ou qu'une terre lointaine. On quitte un monde, de la mer scintillante d'Oran aux cimes du Djurtour, des palmeraies de Biskra aux murailles de Constantine, des vignobles de Mascara aux herbes mouvantes des Salas, des médinas animées à la solitude d'Exou. L'Algérie se révèle comme un pays total, un continent en miniature, dont chaque région porte une voix, un souffle, une mémoire, un pays aux 1000 visages. L'Algérie de la fin du Xe siècle n'est pas figée dans une identité unique. Elle est kabyle, arabe, berbère, juive, européenne, saharienne, urbaine et nomade, tout à la fois. Elle parle plusieurs langues, pris dans différentes directions, et transmet ses savoirs par la pierre, la parole ou la plume. Elle est faite, de médinat et de casernes, de souks et de avenues haussmanniennes, de palais oubliés et de postes militaires flambant neufs, de chants soufis et de journaux en français. Une terre d'histoire et de tension. Cette Algérie-là porte dans ses sols les strates des civilisations anciennes, numides, romaines, byzantines, arabo-andalouses, ottomanes. Elle garde les marques des conquêtes, des résistances, des échanges, des métissages. Mais elle est aussi une terre sous tension, colonisée, administrée, observée, recomposée. Le voyageur y sent le frémissement d'un futur incertain, où traditions et modernités se regardent parfois en chien de faïence. Une beauté rugueuse et puissante. Ce que ce voyage retient surtout, c'est la beauté brutale et majestueuse de l'Algérie, la lumière d'Eloud, le silence de Tamanrasset, la rigueur de Gardaïa, le bleu profond d'Alger, le vent d'Oran, la musique de Tlemcen,
La force des plateaux de Sétif ou de Tiaret, c'est une beauté qui ne flatte pas toujours, mais qui marque à jamais. Une beauté habitée, rugueuse, fière. Pourquoi moderniser ce récit? Ce texte, écrit à l'origine en 1884, portait un regard du XIIe siècle, souvent imprégné de clichés coloniaux, mais aussi d'admiration sincère, d'observation minutieuse et d'une curiosité rare. Le moderniser, ce n'est pas en effacer l'origine, mais lui redonner souffle. Pour un lecteur d'aujourd'hui, en simplifiant la langue, en respectant les faits, en révélant les nuances, en rendant à chaque ville sa dignité propre. En un mot, l'Algérie est plurielle, puissante et profondément vivante. Et si ce voyage touche à sa fin, l'Algérie, elle, continue de marcher entre racines et devenir, entre désert et mer, entre silence et révolte.